bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct donc, de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, quelle dynamique régionale pour l'agrivoltaïsme? Justement, on va en parler avec nos invités qui viennent de plusieurs régions. Tout d'abord, donc Béatrice Moreau. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes vice-présidente déléguée à l'agriculture, à la viticulture et à la forêt de la région Grand Est. Et d'ailleurs, on voit, vous êtes venue avec un badge, mais vous êtes avant tout agricultrice. Vous produisez quoi? Des grandes cultures. D'accord. Je suis agricultrice dans le département de la Marne. D'accord. À vos côtés, Flavien Pasquet. Bonjour Flavien. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur exécutif d'Enoé. Enoé, c'est une société qui... Producteur indépendant d'énergie renouvelable. Très bien. Et à ma droite, donc, Guillaume Rioux. Bonjour Guillaume. Bonjour. Agriculteur vous aussi et vice-président en charge de la transition écologique et énergétique donc pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bon, on va rester en région Nouvelle-Aquitaine. Quelle est la dynamique aujourd'hui des énergies renouvelables? C'est très simple, les énergies renouvelables, il faut qu'à l'horizon 2028-2030, elles représentent 50% de notre mix énergétique. Ça veut dire, en région Nouvelle-Aquitaine, 50 TWh de production territoriale. Et tout ça ne peut se faire que sur les territoires, que dans la ruralité. En fait, énergie renouvelable et agriculture, c'est presque un pléonasme. Ça, forcément, ça viendra des territoires ruraux. Et quelle est la place de l'agrivoltaïsme, puisqu'on va en parler, dans cette logique? Notre objectif, c'est 8,5 gigawatts crêtes installées à cet horizon 2028-2030. On est aujourd'hui un peu plus de 5,3. On suit la courbe, ça marche, ça se développe bien. Maintenant, il faut qu'on répartisse ça de manière homogène, d'une part, de manière réaliste, en lien avec le S3ENR, le schéma du développement du réseau électrique, et puis essayer de faire en sorte qu'il y ait un partage des dividendes, un partage du capital, un partage de la ressource, tant auprès des collectivités locales, de nos 4340 communes, nos 155 intercommunalités, et puis surtout auprès des agriculteurs, que chacun puisse s'y retrouver. Éviter de faire des grosses concentrations à 100 ou 200 hectares, mais plutôt essayer de réfléchir sur des clusters territoriaux où tout le monde pourrait s'y retrouver, à commencer, mais je crois que c'est également la composition de Grand Est, en mettant en lien très forcément le renouvellement générationnel. Et nous, le renouvellement générationnel, il passe beaucoup par l'élevage. Pour d'autres raisons qu'on expliquera tout à l'heure, notamment sur la protection des écosystèmes. L'herbe, la question de l'herbe est au cœur de nos dynamiques rurales, au cœur du projet agricole, et donc il doit être au cœur du projet énergétique. En région Grand Est, justement, alors ça se passe comment? Alors, en région Grand Est, on a évidemment le même objectif. On a écrit à travers notre Stradette d'être une région à énergie positive en 2050. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler tous ces leviers qui ont été annoncés. Et donc, on a un regard aujourd'hui à travers l'agriculture, notamment sur l'élevage. On a mis en place un programme d'accompagnement qu'on appelle Ambition Éleveur, et sur lequel il y a un des leviers qui est réfléchi autour de l'énergie produite sur les exploitations d'élevage. Alors, ça peut être évidemment en premier lieu tout ce qui est panneaux sur toiture, parce que je pense qu'effectivement, il faut y réfléchir. Et en plus, on peut travailler les choses aussi en termes de territoire à travers aussi des boucles énergétiques créées sur les toitures du particulier, sur les toitures des entrepreneurs qui sont aussi dans le cercle d'une exploitation agricole. Il y a évidemment la notion des méthanisations à réfléchir, plus ou moins grande, en lien avec l'élevage. Et puis vient après la réflexion autour de l'agrivoltaïsme, qui doit être aussi un service sur les exploitations pour le bien, le plus, alors de la culture de l'herbe, de l'élevage, du pâturage, etc., etc. Et puis, derrière tout ça, il y a cette réflexion autour, évidemment, de l'herbe, hein, parce que quand on parle de l'élevage, on voit beaucoup les bovins, mais il n'y a pas que les bovins. Il faut savoir aussi penser à tous les autres types d'élevage, les ovins, les caprins. Ça peut être aussi dans les parcours de volailles. Il y a tous ces leviers-là à aller chercher, évidemment. Et puis, on a un travail énorme autour de ça, aussi de l'herbe, sur l'accompagnement que peuvent faire nos agences de l'eau, parce qu'on a une réflexion sur la qualité de l'eau derrière ça, et donc il faut qu'on arrive à combiner tout ça. Et je pense qu'effectivement, l'agrivoltaïsme, comme la production d'énergie sur les exploitations, ça va être un des revenus des exploitants demain. Donc il faut savoir accompagner tout ce levier-là. Avec cette approche d'apporter une certaine régularité dans un revenu qui est de plus en plus variable pour des raisons climatiques. Exactement, c'est-à-dire que la basse production d'énergie, on sait quand on commence à la mettre en place, quelle va être la volumétrie attendue tous les ans.
Alors, il y a une volumétrie qui bouge, il suffit d'un rayon de soleil en moins ou en plus pour faire bouger cette volumétrie, mais globalement, j'allais dire, le business plan, il est connu, il est acté, et c'est vrai que ça peut donner une stabilisation, c'est ce qui est intéressant dans la notion revenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne un autre pan du métier dans l'agriculture, qui est celui de produire de l'énergie, quelque chose de bien sur les territoires, parce qu'il y a un volet qu'il ne faut pas oublier dans la production d'énergie sur le monde agricole, c'est qu'aujourd'hui, il y aura ce levier de vente de gré à gré. C'est-à-dire que la production d'énergie, elle pourrait être à la production, évidemment d'autoconsommation, mais évidemment aussi pour un acteur du territoire au plus proche de cette production d'énergie. Et vous avez parlé du renouvellement des générations, ce qui est un véritable défi aujourd'hui pour l'agriculture française. Justement, ça permet d'installer aussi. En région Nouvelle-Aquitaine, nous installions ces dernières années 600, 650 jeunes agriculteurs par an. L'objectif pour la programmation de la PAC avec cette responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui pour les régions de transmission-installation, c'est d'installer plus de 1000 agriculteurs, 1000 jeunes agriculteurs, et moins jeunes, puisqu'on sait que le parcours aujourd'hui peut se poursuivre jusqu'à 40 ans et plus. 1000, voilà. Donc, et en 2024, on fait 1050. Donc, on y arrive. Maintenant, je vous disais, tout ça aussi est une question d'aménagement du territoire. Et il faut qu'on puisse mettre des agriculteurs, des agricultrices partout sur nos territoires. Et évidemment, lorsque vous êtes un petit peu plus loin de la côte, qui génère tant d'attractivité, c'est plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on adosse au revenu agricole, mais ma collègue VP le disait tout à l'heure, aussi un revenu polymorphe. Alors, c'est celui de l'énergie, ça peut être celui de paiement pour services environnementaux, ça peut être celui de l'agrotourisme, ça peut être celui, on parle d'agrivoltaïsme, mais dans les ENR, il peut y avoir différentes, dans ce mix énergétique, dans cette composition de demain, il peut y avoir d'autres types d'énergie. Je pense au bois, évidemment, ou aux cultures dédiées en matière énergétique. Nous avons à l'instant parlé, notamment de la méthanisation. Voilà, donc on se dirige vers une pensée un peu monolithique du métier d'agriculteur qui est de la production d'aliments, l'idée d'une ferme France nourricière. Sans doute que demain, et déjà dès aujourd'hui en fait, les jeunes agriculteurs se projettent dans un métier qui aura d'autres dimensions au service de la collectivité, très en lien, très en interaction avec la cité notamment, et puis avec le reste du système économique. Et je pense notamment à l'industrie. Tout à fait. Flavien, vous êtes à l'interface justement des régions. Qu'est-ce que vous attendez de la part des collectivités ? Déjà, je remercie beaucoup les collègues présents autour de la table sur la partie programmation. C'est la base. Là, on parle d'une structure, une filière stratégique, l'agri-PV, qui peut drainer une nouvelle activité. Donc, toute la partie Stradet, politique d'aménagement du territoire, ce qui peut être revu aussi dans la programmation des PAC, etc. Les objectifs qui sont fixés par les régions, ça peut être aussi vrai à certains niveaux, au niveau des collectivités, dans les SCOT, les PLU, etc., sont extrêmement importants pour favoriser le déploiement de ce type d'installation. Donc nous, on travaille main dans la main avec les territoires et les collectivités et les régions. Simplement, peut-être pour donner quelques chiffres, sur la partie agri-PV. Donc nous, on développe chez Noé des hangars agricoles, mais également des parcs solaires au sol classiques et des projets agri-PV. On a aujourd'hui 15 projets agrivoltaïques en cours d'instruction pour 250 MW de puissance, qui représenterait à peu près 350 gigawattheures d'électricité produite chaque année, l'équivalent suffisamment pour alimenter 130 000 foyers français moyens. Autour de ça, il y a des retombées directes économiques pour l'agriculture. Donc on est sur à peu près, pour ces 14 projets, 3 millions d'euros de retombées directes, que ce soit au niveau des compensations collectives agricoles, au niveau des revenus proposés aux exploitants, aux éleveurs, aux agriculteurs, et au niveau des loyers des propriétaires. Donc nous, on a développé chez Noé une charte qui s'appelle Agri-Noé depuis 2022. Elle a été remise au goût du jour puisqu'on l'avait écrite avant que la loi APER sorte et donc avant que le décret applicatif en 2023 soit appliqué. Et en fait, l'objectif de ce type de charte, c'est de fixer les bonnes modalités de développement de ces projets-là en mettant le projet agricole au cœur du système. C'est-à-dire, on part du projet agricole. On a une équipe qui sont présents ici de référents agricoles qui vont comprendre les besoins de l'agriculteur, comprendre les besoins et la réalité du site pour qu'on puisse après implanter et installer des sites cohérents, des sites de production d'énergie. Donc on parle là production énergétique, production agricole, le renouvellement effectivement des agriculteurs et puis l'arrivée de cette nouvelle génération, ça peut être aussi un outil attractif pour eux.
Et donc peut-être pour répondre à votre question finalement sur qu'est-ce qu'on peut attendre. Donc il y a plusieurs niveaux. Le niveau recherche et développement. Chez nous, on développe un prototype dans le département de la Haute-Vienne, un prototype bovin sur la commune de Blanzac, où on a reçu un financement de la part de la région Nouvelle-Aquitaine, où on recevra de plus de 100 000 euros pour pouvoir déployer ce prototype qui permet en fait de tester deux choses. La fiabilité de notre système en contexte réel, donc à savoir tester les modalités agrologiques du site. Est-ce que le fourrage, comment on pousse le fourrage, le bien-être animal autour de ces projets-là, mais également la santé des sols. Donc on analyse tout ça. On a développé un protocole d'analyse agro avec l'Institut de l'élevage. Donc on travaille main dans la main aussi avec eux. Donc le premier axe, l'axe R&D, l'axe financement, donc aussi en région Nouvelle-Aquitaine, puisque le projet est là-bas, vous avez un fonds d'investissement de Néoterra qui accompagne ces typologies de projets, soit en accompagnement direct dans les projets, soit en accompagnement au niveau de la structure même. Il y a aussi de la part subvention. Et enfin, pour finir, le sujet formation. Et donc là, il y a effectivement fort à faire pour accompagner nos jeunes agriculteurs sur ces nouveaux enjeux énergétiques. Allez-y. En fait, je pense que la jeune génération ou même la génération actuelle se pose beaucoup de questions. Il y a quand même beaucoup de développeurs autour des énergéticiens, autour de cette question d'agrivoltaïsme et autres. Et donc, du coup, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à avoir cette notion d'éclairage. Alors, est-ce que c'est de notre ressort? Est-ce que c'est du ressort d'autres personnes? C'est-à-dire qu'il nous faut aussi, nous, en tant que collectivité et pouvoir public, connaître correctement les énergéticiens pour aussi se poser les bonnes questions et voir la réussite de l'association. L'agrivoltaïsme, il a maintenant un cadre très, très clair avec la loi APER. Et le bienfait de l'un pour l'autre est nécessairement écrit. Et je pense que ça, c'est une très belle chose. Ça permet évidemment de montrer l'intérêt du plus. Et c'est nécessaire. Ça peut faire peur de voir, quand on est en responsabilité, un maire, par exemple, qui voit avec l'obligation d'avoir une zone d'accélération des énergies renouvelables, se dire, je vais avoir un projet d'agrivoltaïsme qui arrive chez moi. Mais quand on explique que l'agrivoltaïsme, c'est aussi au bonus de l'agriculture qui doit déjà être présente et que ce n'est pas du photovoltaïque au sol parce que ce sont deux choses différentes, ça permet une zone de respiration aussi pour les maires. Et donc, je pense que c'est tous ces messages-là qui sont importants de bien connaître. Et les jeunes ont effectivement plus d'attrait à tout ça que peut-être les moins jeunes. Je dis peut-être. Parce que je pense qu'il y a quand même quelques chefs d'exploitation moins jeunes qui ont envie d'aller sur ces sujets-là parce que justement, ça redonne une zone de résilience à leur exploitation. Et ça facilite les transmissions. Exactement, et ça facilite le cap d'après. Mais il faudra aussi que, j'allais dire, dans la zone de transmission, les jeunes qui arrivent trouvent raccord avec les personnes qui partent. Oui, c'est ça. Ça, c'est une vraie question. Le volet Néoterra, justement, c'est un volet que vous mettez dans toutes vos opérations. Oui, Néoterra, c'est assez simple à comprendre finalement. Nous avons des ressources, de l'eau, des surfaces foncières, de la forêt, de l'air, des minéraux, etc. Des ressources naturelles qu'on doit protéger pour protéger l'avenir de l'humanité sur cette planète. Mais on a en même temps le désir de faire du développement socio-économique, le développement humain qu'on a connu depuis cette révolution industrielle, depuis ces 250 dernières années. Comment le poursuivre en conservant cet équilibre, ce chemin de crête qui est très étroit. D'un côté, un collapse naturel des ressources. Vous savez, c'est l'idée du Club de Rome, du rapport Meadows, 72. Et de l'autre côté, un autre vertige qui est celui d'un effondrement socio-économique avec les révolutions qui sont à la clé. Donc il faut qu'on parcourt ce chemin. Et l'intérêt, et nous on le sait, agriculteurs, agricultrices, on le sait, enfin en tout cas, c'est intuitif pour l'instant. Mais la vraie question, selon moi, en tout cas, c'est comment le territoire proximal peut avoir un impact fort sur des dimensions géopolitiques européennes, internationales. La situation de notre pays et de notre Europe, c'est qu'on importe plus de 60% de l'énergie qui est issue du fossile, gaz, charbon, pétrole. Comment on inverse cette question-là pour des questions évidemment géopolitiques, c'est-à-dire de ressources, de garantie de la ressource, mais aussi pour des conditions économiques acceptables pour notre pays. Regardez ce qui s'est passé à l'hiver 2022-2023. Le défaut du gaz, c'est une chose. Et puis, 3 ans plus tard, il manque grosso modo 100 milliards d'euros pour l'équilibre budgétaire de la nation. Moi, je suis allé regarder un petit peu ce qu'étaient les chiffres de la balance commerciale et de son déficit extérieur. On est, en 2022, à
98 milliards d'euros de déficit de balance commerciale extérieure, dont 60 milliards liés à l'importation d'énergie. Quand on regarde 2023, donc un an après, avec la crise ukrainienne qui est passée, la guerre ukrainienne qui est passée entre les deux, on passe à 160 milliards d'euros de déficit, dont 124 milliards d'euros de balance commerciale extérieure de déficit liés à l'importation énergétique. Donc il est grand temps, y compris pour des questions macroéconomiques et pour des géopolitiques, questions d'équilibre des comptes de la nation, d'avoir recours au territoire. Exactement. Guillaume Rioux, merci beaucoup. On est déjà arrivé au terme de cette émission. Béatrice Moreau, merci. Et Flavien Pasquet, merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.